Alors, c'est parti pour le troisième plateau. Clara Paillard, bonsoir. Vous êtes venue de Londres pour participer à cette émission et nous vous en remercions car vous êtes syndicaliste. Vous êtes présidente du secteur culture au syndicat Public and Commercial Services, PCS, et on vous a surtout invité parce que vous êtes l'une des animatrices d'une campagne très intéressante qui s'appelle 1 Million Climate Jobs, 1 million de boulots climatiques. On va en parler tout à l'heure. Nous sommes également avec Philippe Biwix. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ingénieur et vous avez notamment écrit un livre qui s'appelle L'âge des low-tech, donc les technologies basses, qui a eu un certain écho, il faut le dire, dans les milieux écologistes français, dont nous allons également discuter. Également Yves Marignac, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes expert consultant sur les questions énergétiques. Vous êtes directeur de WISE Paris, qui est un bureau d'études spécialisé en questions énergétiques. Mais on vous a également invité parce que vous faites partie du collectif Négawatt, qui a développé un scénario de transition énergétique. Et enfin, Nicolas Héringer, bonsoir également. Vous êtes à la fois membre du réseau 350, chargé de campagne, notamment sur le désinvestissement, qui est la raison pour laquelle nous vous avons invité ce soir, et également auteur d'un livre qui s'appelle Zéro fossile. Merci beaucoup, Jade. Alors, peut-on vraiment sortir des fossiles? Évidemment, on m'a gâché mon effet parce que je n'ai pas mon extrait vidéo, mais aucune importance. Vous, par exemple, Yves Marignac, peut-on vraiment sortir des fossiles? On a l'impression que la question ne se pose même pas. C'est-à-dire qu'on vit et on entend toute la journée comme si, nous, justement, nous n'en sortirions jamais. Alors, c'est peut-être parce que je suis un non-spécialiste que j'ai cette impression-là, mais j'ai vraiment pas l'impression que dans le débat public, le débat politique, le débat même démocratique, la question soit vraiment souvent posée. Alors, elle ne l'est pas peut-être parce qu'on est tellement dépendant, effectivement, des fossiles dans notre mode de vie, dans notre économie, que la question est d'une certaine manière impensable, et en même temps, cette question, elle est indispensable, non seulement du point de vue du changement climatique, bien sûr, puisque cette utilisation des combustibles fossiles en est la principale cause, mais aussi parce que les ressources fossiles ne sont pas éternelles, et donc la question se pose de plus en plus. Et oui, la bonne nouvelle, c'est que techniquement, socialement, on a les moyens de sortir des énergies fossiles. La question, c'est politiquement, est-ce qu'on aura le courage de mettre ces trajectoires en œuvre? Mais donc, au sein du collectif Négawatt, on propose notamment de ce point de vue-là une démarche qui est assez simple, qui est une démarche en fait de triple intelligence. D'abord sur les usages qu'on fait des énergies fossiles et des énergies en général. Donc les services énergétiques, être plus intelligent, n'utiliser des services énergétiques que lorsqu'ils rendent effectivement un service. C'est ce qu'on appelle à Négawatt la sobriété énergétique. Deuxième étape, être intelligent dans les modes techniques. Ça renvoie à tout ce qu'on appelle l'efficacité énergétique, efficacité des équipements, efficacité des productions, etc. Et puis troisième étape, bien sûr, intelligence sur les ressources. Et là, c'est aller clairement vers les énergies renouvelables. Et en fait, la clé de cette démarche, c'est que c'est par cette réduction des consommations d'énergie nécessaires pour répondre à nos besoins qu'on rend possible la substitution entre énergie fossile et énergie renouvelable. Si on ne contraint pas la consommation, on court après une consommation qui grandit en permanence et on n'arrive jamais à faire cette substitution. Donc, le collectif Négawatt a développé depuis plusieurs années un scénario qui applique cette démarche de manière très systématique sur toutes nos consommations, sur tous nos usages dans tous les secteurs à la France, et qui montre, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais qu'à l'horizon 2050 environ, on peut tout à fait aller quasiment vers le 100% renouvelable en France en divisant par deux les consommations d'énergie, tout en maintenant évidemment un certain confort et un mode de vie transformé, mais peut-être de meilleure qualité. Et puis il y a un point qui me semble important à souligner dans le contexte de la COP21, puisque le scénario Négawatt est un scénario français, mais on réfléchit évidemment à son application au niveau mondial. Alors bien sûr, selon les pays, la priorité entre la sobriété, l'efficacité et les renouvelables et l'accès à l'énergie ne va pas être la même. Mais un point important, c'est le lien... Selon les degrés de développement. Selon les degrés de développement, évidemment, dans des pays où il y a des populations qui n'ont pas accès au minimum vital, la priorité va être de développer l'accès à l'énergie. On le voit bien, par exemple, en Afrique aujourd'hui. L'électrification, elle va passer par les énergies renouvelables.
Dans des pays comme les pays émergents ou comme l'ancien bloc soviétique, la priorité va être peut-être plus sur l'efficacité, parce qu'il y a des infrastructures existantes peu efficaces ou des infrastructures en construction qui doivent être les plus efficaces possibles. Et dans nos pays du Nord, la priorité, elle est sur la sobriété. Et le lien que je voulais faire, c'est qu'on parlait tout à l'heure de justice climatique et d'une équité, disons, ou d'une solidarité. La solidarité entre le Nord et le Sud, elle ne va pas être que financière. La sobriété, pour nous, c'est aussi une clé de cette solidarité. C'est-à-dire que réduire au Nord des consommations qui sont totalement superflues, c'est un moyen aussi de dégager un potentiel pour augmenter les consommations vitales qui ont besoin de l'être au Sud. Ce qu'il faut bien dire pour les personnes extérieures habituellement à ces questions, c'est que le scénario Négawatt a vraiment été un événement parce que pour la première fois au niveau français, on avait un travail d'expertise extrêmement précis, extrêmement sérieux sur la possibilité de réduire très fortement les consommations d'énergie. Et quelque part, ça a fait un peu basculer la discussion. C'est que désormais, on était plus simplement dans un débat théorique, une vision du monde contre une autre. On était dans des outils, bons outils, mauvais outils, comment on y arrive. Et tout d'un coup, ça permet d'avoir une approche, enfin de se dire qu'en tout cas, cette perspective de forte réduction des consommations d'énergie et de réduction des fossiles, elle est finalement possible. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Et ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, quelqu'un comme Philippe Biwix, qui nous fait l'amitié de venir ce soir, lui a une approche qui n'est pas contradictoire dans son livre « L'âge des low-tech », mais néanmoins qui est, d'une certaine manière, plus radical quelque part que ce que dit Négawatt, en tout cas qui attire l'attention sur le fait que, attention, simplement, par exemple, vouloir remplacer les énergies fossiles par des énergies renouvelables, que ce soit des panneaux photovoltaïques, que ce soit des éoliennes, que ce soit de la biomasse, biogaz, etc., ça reste matériel, ça reste produit quelque part, souvent avec du charbon, ça reste transporté vers nos lieux de consommation, souvent avec du pétrole, et que donc la sortie des fossiles, ça va être quand même super compliqué. Je vais laisser répondre Philippe. Oui, mais il va falloir me donner des exemples. Voilà, il va falloir nous donner des exemples de notre mode de vie, aussi critiquable et inconséquent soit-il, mais il va falloir nous donner des exemples. Je vous en prie. Bon, alors, d'abord, j'admire beaucoup le scénario Négawatt parce qu'effectivement, ils ont introduit cette notion déjà de sobriété. Ça a été les premiers à le faire. Et puis, ils ont donné cet horizon de possibilité de sortie des fossiles et de règlement de la problématique nucléaire en même temps. Donc, c'est effectivement intéressant. Simplement, effectivement, il ne faut pas croire qu'on va réussir à faire tout ça tout en changeant que, disons, à la marge, notre confort ou notre mode de vie. C'est ça la question. C'est-à-dire qu'on a un peu ce scénario tendanciel de dire, oui, bon, on sent bien qu'il va falloir un petit peu covoiturer. Alors ça, c'est de la sobriété ou de l'efficacité. On sent bien qu'il va falloir avoir des logements mieux isolés parce qu'il y en a qui sont des gouffres énergétiques. Bon, alors ça, c'est plutôt de l'efficacité. On sent bien qu'il va falloir un peu plus recycler, faire de l'économie circulaire. Voilà. Et pour le reste, grosso modo, on va pouvoir continuer à aller faire ses courses de Noël aux Galeries Lafayette et puis, je ne sais pas quoi. Même partir en week-end. Partir en week-end, enfin avoir une certaine mobilité, etc. Puis on voit d'ailleurs qu'il y a plein d'outils formidables liés au numérique qui vont faire qu'on va pouvoir covoiturer, faire plein de choses et être très efficace. Voilà. Le problème, de mon point de vue, on heurte en réalité, quand on est dans un scénario à dire effectivement je vais pouvoir déployer des énergies renouvelables, et ce n'est finalement qu'une question quasiment de presque économique et politique, mais quasiment que politique, parce qu'on voit même des gens qui disent mais après tout, j'ai créé quelques milliers de milliards de dollars pour sauver les banques à la dernière crise financière. Pourquoi je ne créerais pas quelques milliers de milliards de dollars pour injecter tout ça dans l'économie des énergies renouvelables, et ça va d'ailleurs créer plein d'emplois. Et donc, tout va bien se passer. Non, le problème, c'est qu'en fait, il y a une matérialité. Oui, on a beaucoup d'énergie renouvelable. Malheureusement, d'ailleurs, on a aussi beaucoup d'énergie fossile, encore, trop, pour la régulation de la planète. Mais le problème, c'est qu'il y en a des ressources rares pour avoir besoin pour convertir, pour capter, pour convertir, pour transporter, pour stocker toutes ces énergies renouvelables, solaires ou éoliennes. Et c'est les problèmes des ressources métalliques. Alors, on ne va pas rentrer dans le débat ce soir parce qu'on n'a pas le temps sur la question de est-ce qu'on peut se passer de néodyme dopé au dysprosium, les fameuses terres rares, dans des aimants permanents, des rotors, des éoliennes de forte puissance offshore. Est-ce qu'on peut se passer de... Voilà. Il y a plein d'exemples comme ça. La problématique... Mais votre effet est réussi. Effectivement, on va déspécialiser un peu. On va déspécialiser le truc. Il y a des débats là-dessus. Personne ne sait vraiment d'ailleurs quel est le contenu cuivre d'un kilowattheure produit par tel ou tel solaire photovoltaïque, parce qu'il faut rajouter le convertisseur pour passer d'un courant continu à un courant alternatif. Je vous passe les détails, mais tout ça est d'une complexité sans nom, évidemment. Et donc, il y a des débats autour de ça. Le problème, c'est que, admettons qu'en 2050, nous voilà avec nos énergies renouvelables.
Ces éoliennes, ces panneaux photovoltaïques, tous ces macro-systèmes techniques, on pourrait dire, ils ont une durée de vie limitée. Il faut ensuite les remplacer. Comme le nucléaire d'ailleurs. Hein. Je pourrais dire qu'avec les surgénérateurs qu'on nous promet, on va avoir 4000 ans de réserve d'uranium 238, mais il va falloir faire 40 fois une centrale non recyclable avec plein de tuyaux un peu bizarres au cobalt et au nickel, parce que ça sera 40 fois 100 ans pour tenir 4000 ans. Or, on n'a pas des perspectives de ressources métalliques sur des échelles aussi grandes. Alors on va dire, mais c'est pas grave, on fait de l'économie circulaire, on consomme comme des porcs, on jette tout dans la bonne poubelle et on recycle. Effectivement, les métaux sont mieux recyclables a priori que les polymères, par exemple, qu'on utilise aussi dans un certain nombre de cas et dont les chaînes moléculaires finissent par se casser quand on les réchauffe, etc. Mais on recycle très très mal les métaux pour plein de raisons. Et on installe aujourd'hui des choses qu'on ne sait pas recycler concrètement. On installe des éoliennes, des panneaux solaires qui ne sont pas correctement recyclés. On lance les programmes de recherche en même temps qu'on les installe. Et en fait, on va se retrouver dans une économie circulaire très imparfaite qui va nous faire consommer ces ressources métalliques dont on a aussi besoin pour produire les énergies et réciproquement. Pardon de vous interrompre. Si je comprends bien, je vais vous donner la parole. On est en train de créer une nouvelle empreinte dont on ne saura pas quoi faire. Voilà, en fait, on est en train de créer... Je dis ça, voilà ce que j'ai compris. En gros, pour moi, en fait, Negawatt est formidable parce que on est sur une logique de rupture, de transition forte. Il faut changer le système. Mais en fait, on va s'apercevoir, après avoir fait un effort industriel de déploiement incroyable qui va nous amener en 2050, ouf, ça y est, j'ai décarboné, à dire, ah zut, comment je fais maintenant pour que ce truc tienne des centaines ou des milliers d'années? Et en fait, on ne sait pas faire. Et donc, à ce moment-là, il faudra aller vers une rupture encore plus grande. Et moi, mon sentiment est de dire, quitte à faire une rupture, autant la faire tout de suite et pas gâcher à la fois des efforts industriels qu'on pourrait porter peut-être ailleurs, et puis des ressources précieuses. Voilà. Et donc, moi, je suis effectivement sur une logique beaucoup plus drastique et écolo-liberticide, on va dire ça comme ça, employant les grands mots que disons, des ingénieurs plus polis de Negawatt et autres, c'est de dire la voiture propre, elle n'existe pas déjà, parce que malheureusement, elle dépose plein de trucs avec ses pneus et plein d'autres choses, et que la voiture à 2 litres au 100, c'est pas la peine de lancer un grand programme industriel, il faut faire le vélo. Et puis en attendant d'être tous à vélo, parce qu'on sait bien qu'au point de vue urbanistique et autres, c'est compliqué, eh ben, il faut faire une voiture à 1 litre au 100. Pas seulement urbanistique, on ne peut pas toute sa vie faire du vélo, ni quand on est trop petit, ni quand on est trop vieux. Voilà, non, mais... voilà. Bon, donc, après, il y a plein d'inventions à faire, il y a des vélos pour transporter des gens, des trucs, bon, je ne rentre pas là-dedans, mais il y a de l'innovation à les trouver sur tout ça. Mais disons que plutôt que faire ça, on peut faire la voiture à 1 litre au 100 demain matin. La voiture à 1 litre au 100, elle est à portée de main, elle existe. Simplement, elle fait moins de 500 kg et elle ne dépasse pas 70 ou 80 km/h. Donc c'est effectivement une rupture par rapport au modèle de la berline allemande de fonction. Mais pour moi, c'est une rupture qui, quitte à faire de la rupture, autant y aller un peu fort là-dessus, avec des possibilités réglementaires, et je termine là, très très fortes. C'est-à-dire que, on disait tout à l'heure, après tout, je peux décider, d'ailleurs, état d'urgence écologique, que le 1er janvier 2017 ne seront immatriculées que de nouvelles voitures de moins d'1 tonne. Et puis le 1er janvier 2018, de moins de 995 kg. Et vous allez voir qu'avec un rythme comme ça, on va aller très très vite vers les voitures à la BWX. Yves Marignac. Oui, alors, effectivement, je pense que la différence entre nous, c'est que par construction, le scénario Negawatt se veut un scénario, si j'ose dire, de rupture douce. C'est-à-dire de rupture dans l'orientation qu'on prend à long terme et de déclenchement rapide, parce qu'on est dans l'urgence de la mise en œuvre, mais de mise en œuvre étalée suffisamment dans le temps pour être réaliste et en tout cas acceptable politiquement. Et Jade Lingard évoquait tout à l'heure l'impact du scénario Negawatt dans le débat français. On a une loi de transition énergétique qui a été adoptée définitivement en août dernier, qui pose le principe sobriété, efficacité, renouvelable. Je pense que le scénario Negawatt n'y est pas pour rien, même si on ne se retrouve pas complètement, évidemment, dans le contenu des mesures proposées par cette loi. Mais voilà, c'est un scénario qui est suffisamment ambitieux pour atteindre les objectifs nécessaires à long terme, mais suffisamment lent pour pouvoir être acceptable. 3 exemples de changement de mode de vie pour montrer qu'on est quand même dans des ruptures, mais qu'on les pense sur plusieurs décennies. Tout d'abord, sur la mobilité. Il est évident qu'on ne s'en sortira pas qu'avec le covoiturage ou qu'avec des véhicules plus efficaces. Un enjeu majeur, c'est de retrouver la maîtrise de l'aménagement du territoire pour maîtriser les distances à parcourir, pour aller de son logement au travail ou accéder à des services, etc. Donc, aménagement du territoire, et on est, par exemple, dans le scénario Negawatt, clairement sur un arrêt de l'étalement urbain, la fin du pavillonnaire étalé, redensification des centres urbains et revitalisation des espaces ruraux. Voilà.
l'arrêt du pavillonnaire, c'est une rupture importante, évidemment, au niveau français. Toujours dans le logement. C'est le moins qu'on puisse dire. Toujours dans le logement, on insiste évidemment sur la rénovation thermique des bâtiments, mais on insiste aussi sur un point qui est majeur, qui est la recohabitation. Pourquoi ? Parce qu'on a une tendance actuelle, parce que l'évolution des ménages, des familles est celle-là, à une décohabitation qui se traduit, si la tendance se poursuit jusqu'en 2050, par rapport à un arrêt, par rapport à figer le niveau de cohabitation à son niveau actuel, par 2 millions de logements de plus à construire à 2050. Et ça implique de l'énergie grise pour la construction des logements énorme. Ce n'est pas compatible avec nos objectifs climatiques. Et donc, on propose de stopper ce mouvement de décohabitation, ce qui ne veut pas dire évidemment empêcher les gens de se séparer, mais travailler sur la recohabitation étudiants-personnes âgées, sur la colocation d'étudiants, etc. Troisième exemple, la consommation de viande, qui n'est pas importante directement du point de vue énergétique, mais qui est importante du point de vue climatique. Et on sait que notre niveau de consommation de viande n'est pas du tout transposable au niveau mondial par rapport aux enjeux climatiques. Par ailleurs, d'un point de vue sanitaire, les autorités médicales recommandent de réduire la consommation de viande. Dans le scénario Négawatt, en lien aussi avec la libération de terres agricoles pour les usages biomasse-énergie, on est sur une division par 2 à l'horizon 2050 de la consommation de viande. Donc on est sur des éléments de rupture, mais quand on les projette, non pas demain matin, mais à 2050, en fait, si vous regardez, ils ne sont pas plus importants que ce qu'on a connu par rapport au mode de vie des années 70. D'accord, mais avant de passer la parole à Nicolas Héringer qui veut réagir, c'est contraignant votre affaire ? Comment vous faites ? Comment vous faites ce que vous venez de m'expliquer là ? C'est-à-dire que vous dites, voilà, on n'a plus le droit de, et vous créez une administration, excusez-moi, un peu orwellienne quand même. Alors, bon. Ou alors, c'est de la pure prise de conscience politique et citoyenne, mais alors, là encore, excusez-moi, c'est un peu de l'ordre du miracle quand même. Alors, évidemment, ça pourrait s'imaginer de manière totalement contraignante et dictatoriale. Je pense que l'esprit est au contraire de le faire par la voie la plus démocratique possible, et justement par une réappropriation par les populations au niveau peut-être moins national que des collectivités territoriales, des potentiels de maîtrise de la consommation d'énergie par l'aménagement du territoire, par le transport collectif, des potentiels de mobilisation de ressources renouvelables, idem, dans les territoires, au plus près, avec des retombées positives pour les habitants. Et évidemment, il y a forcément du réglementaire, mais il y a aussi du fiscal, et puis il y a de l'incitation, etc. Il faut jouer sur tous les outils, mais surtout, j'ai parlé au début d'une intelligence. C'est une intelligence collective à avoir, c'est dans notre intérêt évident et bien compris. Un pari sur notre intelligence collective. Oui, c'est-à-dire si on arrive à dépasser les mécanismes actuels, qui sont des mécanismes d'intérêt catégoriel à court terme, pour prendre en compte l'intérêt collectif à long terme, cette intelligence-là devient une évidence. Donc le pari qu'on fait, c'est qu'effectivement, on aura collectivement le bon sens d'aller vers ces orientations. Réaction. Non, mais je pense que ce que cette discussion montre bien, c'est que en fait, le passage d'un modèle énergétique à un autre modèle énergétique, ce n'est pas une question technique. La question, quand on passe d'un mix énergétique tel qu'il est au niveau mondial actuellement de 80% fossile à un mix énergétique 100% renouvelable, ce n'est pas une question qu'on va confier à des ingénieurs ou à des experts qui vont imaginer la manière de produire des éoliennes ou des panneaux solaires et réfléchir en plus à la manière dont on pourra faire en sorte qu'ils durent ou qu'ils soient recyclés et reconstruits ou qu'ils puissent durer. C'est d'abord une question sociale, c'est une question démocratique, c'est une question de compromis social et de choix de société. On le voit très bien avec la question, par exemple, de la relocalisation de la production agricole. Si vous achetez local, ce n'est pas simplement une tomate de meilleure qualité que vous allez avoir dans votre assiette, c'est aussi une autre relation entre la ville et le tissu rural de proximité. C'est la même chose sur la question énergétique. Et c'est une réflexion qui est au cœur des travaux de Timothy Mitchell dans son bouquin Carbone Démocratie, qui est paru il y a, je crois, 3 ou 4 ans à la découverte, qui étudie le passage du charbon au pétrole et qui montre à quel point, en fait, la propriété physique du charbon, lourd, extrait dans des mines, donc échappant au contrôle des contremaîtres, à proximité des centres industriels dans lesquels le charbon était consommé, transporté par voie ferrée, était très vulnérable et a permis aux mineurs et aux cheminots de s'organiser et de peser sur des choix de société et sur des compromis démocratiques. Que le pétrole fait exploser tout ça. Le passage au renouvelable, il porte ça aussi en lui.
pour le meilleur et pour le pire. On peut tout à fait imaginer une société 100% renouvelable dans laquelle on aura des batteries Tesla avec des voitures pilotées par Google et Amazon qui nous remplira automatiquement notre frigo quand on n'aura plus de ketchup dans le frigo. On peut tout à fait imaginer ça. Une société ultra-libérale, ultra-atomisée, sans droits collectifs, sans droits sociaux, où on sera des individus face à des grandes entreprises, aussi vertes soient-elles. Il y a une littérature et un cinéma d'anticipation qu'il a déjà beaucoup décrite, la société Exactement. dont vous parlez, et ce depuis les années 50 ou 60. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, le moment où on se pose cette question et on remet en cause un modèle d'approvisionnement énergétique, c'est un moment où on ouvre une conversation démocratique sur, au fond, quel type d'organisation de la société on veut autour de ce modèle énergétique. Et du coup, quand on remet en cause la question des fossiles ou la question du nucléaire, au fond, on ne remet pas en cause qu'une source d'énergie, mais on peut remettre en cause le modèle de la centrale. Ce modèle de production d'énergie centralisée, avec une distribution ensuite dispatchée de par le territoire, qui implique un mode d'organisation difficilement compatible avec la démocratie et avec des pratiques locales et coopératives de production et de consommation. Qui n'a pas encore parlé. Non, on parle beaucoup de rupture. Je crois qu'il faut se rappeler que la majorité des populations qui vivent sur Terre, en fait, vivent dans une extrême pauvreté. Moi-même, en Angleterre, qui est un des 10 pays les plus riches du monde, je représente des gens dans les lieux de travail qui ne peuvent pas acheter à manger, qui utilisent des banques alimentaires, des jeunes qui ne peuvent pas avoir de logement, qui n'ont pas de voiture parce qu'ils ne peuvent pas se le payer. Donc je suis d'accord qu'il faut changer de société, mais je crois que ce qui est très important, c'est de ne pas le faire contre les populations les plus défavorisées, que ce soit dans les pays du Sud ou dans les pays du Nord. C'est pour ça que notre stratégie, le million d'emplois climatiques, pense à impliquer les syndicats et les travailleurs. Parce que tous les gens qui vivent dans nos pays et qui vivent souvent dans la pauvreté, rappelons-nous, ont besoin d'un emploi pour survivre. Et donc, il est important que nous arrêtions d'opposer emploi et climat et que les syndicats commencent à s'impliquer beaucoup plus sur les questions climatiques. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans tous les pays riches? On nous parle des politiques d'austérité. Il n'y a pas d'argent, il faut démanteler les services publics et tout laisser au marché. Au contraire, nous avons besoin d'investissements importants pour assurer cette transition énergétique et faire face au changement climatique. La seule manière dont nous pouvons y parvenir, c'est des investissements publics de grande ampleur. Et donc notre stratégie, c'est de dire qu'en fait, on peut créer 1 million d'emplois climatiques en Grande-Bretagne et réduire les émissions de CO2 par 86% sur 20 ans. La question qu'on nous pose, c'est comment vous payez ça? Parce qu'on veut nous faire croire qu'il n'y a pas d'argent dans la société. Rappelons-nous, en 2008, nous avons trouvé 800 milliards de pounds anglaises pour sauver les banques. Et nous le savons tous, si la planète était une banque, on l'aurait déjà sauvée. L'argent est là et nous devons l'investir. Il faut des politiques fortes pour investir dans l'emploi, dans les énergies renouvelables, l'isolation des logements, les transports publics, reconversion de l'industrie, mais aussi l'éducation, l'agriculture. Il y a une masse d'industries et de possibilités où nous pourrions créer des emplois tout en réduisant les émissions CO2. Ça veut dire que vous changez de système économique. Tout à fait. C'est la question. On est dans un mode productiviste capitaliste où l'ambition, c'est de faire du profit. Nous devrions, au contraire, regarder quel est l'intérêt général. Bien sûr, c'est de sauver la planète, mais c'est de faire en sorte que les gens vivent mieux et qu'ils ne vivent pas dans la pauvreté. Je fais partie de la première génération qui sera plus pauvre que ses parents. Et du coup, c'est une forme de planification? C'est une forme de planification, mais ne tombons pas dans le piège en nous agitant les fantômes du passé, où ce serait une planification autocratique imposée par le haut. Il faut que la démocratie soit au cœur de cette planification. Mais sans planification, on ne sortira jamais du changement climatique. Réaction. Oui, tout à l'heure, Alix Mazouni citait la Banque mondiale, moi j'ai cité le FMI. Le FMI a publié, le FMI a publié une étude qui calcule en fait l'ensemble des subventions directes et indirectes aux énergies fossiles. Donc c'est toutes les subventions directes, c'est-à-dire ce que reçoivent Total, Shell, etc. comme chèque à la fin de l'année, sont les exonérations fiscales et puis toutes les externalités, tous les coûts qui sont socialisés, portés par la collectivité, voire qui pour l'instant ne sont pas socialisés parce qu'ils sont reportés sur les générations futures. Le calcul, je lis parce que les chiffres sont ahurissants, donc à chaque fois je me perds dedans, c'est 10 millions de dollars par minute que touche l'industrie fossile en subvention ou en équivalent de subvention. Ça fait 60 millions de dollars par heure, ça fait 534 000 milliards de dollars par an. Donc l'argent est là. L'argent, il est là. On peut stopper les flux vers l'industrie fossile et les réorienter à la fois vers les renouvelables et dans des schémas de renouvelables qui soient effectivement localisés et qui appartiennent, qui soient entre les mains des personnes qui consomment et qui produisent cette énergie plutôt que de conglomérats ou de manias du secteur.
Ouais. Quand on a fait le scénario Négawatt, on a volontairement fait le choix de construire, d'avoir un modèle physique d'une trajectoire énergétique, d'usage de l'énergie et de ressources pour y répondre, en n'intégrant aucun élément économique au modèle. Parce qu'on voit bien aujourd'hui que le modèle économique dominant, avec les réflexes de court terme, avec les réflexes de profit généralisé, il ne permet pas d'engager une trajectoire de rupture comme celle dont on parle. Et donc on a fait cette trajectoire physique pour s'interroger ensuite sur le contenu économique à émettre. Alors le contenu économique, c'est à la fois ce qu'il y a dedans comme emploi, etc. Et puis c'est toutes les régulations économiques à trouver. Et ça, c'est un champ énorme d'inventer de nouveaux modèles, de nouveaux business models, nouvelles régulations, d'aller sur des modèles coopératifs, par exemple, pour les énergies renouvelables. Mais sur le contenu en emploi, il y a eu une étude faite par un laboratoire du CNRS qui a évalué à l'horizon 2030 à 600 000 emplois nets créés une trajectoire comme la trajectoire Négawatt. Donc on voit bien qu'on rejoint complètement cette idée que la transition énergétique, dans le sens d'une vraie rupture basée sur la réduction de la consommation et le développement des renouvelables, elle est vraiment porteuse d'une opportunité en termes de création d'emplois. Et puis dernier point sur des synergies qui peuvent exister entre différentes préoccupations. Je parlais tout à l'heure de la lutte contre l'étalement urbain. Elle est nécessaire du point de vue de la maîtrise de nos consommations d'énergie par rapport au transport, mais c'est aussi une manière de lutter contre un phénomène croissant en France de précarité énergétique et de vulnérabilité énergétique. On a des gens qui vivent souvent seuls ou à deux dans des pavillons construits au départ pour des familles mal isolées, loin de tout, avec la nécessité de prendre leur voiture. Retravailler sur cet espace-là, c'est aussi permettre à ces gens d'accéder davantage à des services, etc., et de ne pas être dans ces situations de précarité qu'on construit. Philippe Bihuy. Je voudrais réagir un peu sur tout ce que j'ai entendu. Pour partie, j'ai bondi, pour partie, je suis resté calme. Je pense que sur l'emploi, on est tous d'accord. D'ailleurs, je pense que c'est le seul levier de transformation possible de la société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la croissance, c'est l'emploi. La croissance, c'est l'emploi, c'est ce qu'on nous assène. On sait que la croissance ne reviendra pas, enfin, en tout cas dans les pays, disons, post-industriels, développés, on peut les appeler comme on veut, enfin là où on habite. Deuxièmement, ce n'est pas souhaitable qu'elle revienne, puisqu'on ne sait pas, et là pour le coup, tout le monde est d'accord là-dessus, on ne sait pas faire un découplage, ce qu'on appelle un découplage absolu entre la croissance du PIB et la consommation d'énergie fossile, la génération de déchets, etc. On ne sait pas. On sait faire un découplage relatif, c'est-à-dire qu'il y en a une qui monte et l'autre monte un peu moins vite, mais on ne sait pas faire comme ça. Et comme il y en a un, il faut faire diviser par 2, par 4 ce qu'on veut, et l'autre, il faut monter, ça ne marchera pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? On reste avec notre système actuel, effectivement, où on a, en France, peut-être 5, 6 millions, 7 millions de personnes qui soit n'ont pas de job, soit n'en ont pas assez, soit voudraient travailler plus, ou ne sont pas satisfaits de leur job, etc. Ou est-ce qu'on essaie d'inventer, effectivement, un autre monde? Alors, pour fâcher personne, je vais dire une espèce de système économique, industriel, commercial, fiscal, juridique et autres, post-croissance, de plein emploi ou de pleine activité. Et je pense que c'est effectivement atteignable, parce qu'en se réorganisant différemment, alors dans l'agriculture, c'est des plus petites échelles d'exploitation, dans le recyclage, il y a plein de choses à faire, dans l'emploi local, etc. Simplement, il y a quand même quelques trucs où je pense qu'il ne faut pas qu'on soit trop naïf non plus. C'est-à-dire que le mouvement écologiste, on sait qu'il est un peu ancré dans la non-violence, et donc il y a des gènes un peu lourds, et tant mieux, mais alors, sur l'histoire de l'argent, je pense qu'il faut faire attention à dire il y a de l'argent, on va faire ce qu'on veut. Il n'y a rien qui démontre aujourd'hui qu'on peut faire un système d'énergie renouvelable qui fonctionne avec un retour sur investissement énergétique qui fait que l'ensemble de la société fonctionne. Et tant qu'on n'aura pas fait un panneau solaire à partir de panneaux solaires, eh ben, on n'aura pas démontré le truc. Et aujourd'hui, ce n'est effectivement pas le cas. Tout ça, c'est contenu avec beaucoup de pétrole, beaucoup d'énergie très, très forte, très stockée. Donc il y a encore un peu de travail là-dessus. Et de la même manière qu'il faut faire attention aux utopies techniques, on va dire, aux utopies techno-scientifiques, la batterie de Tesla, on parlait tout à l'heure, bon voilà, ça c'est on va régler tous les problèmes avec les nanotechnologies, les OGM, les bio, etc. De la même manière. Il faut sortir du spécialisme, et oui. Si on veut convaincre les gens, parce qu'on parlait de mobilisation tout à l'heure. Et donc c'est vrai que quand je vous écoute, je me dis, les gens qui regardent cette émission, est-ce qu'ils vont être convaincus par tous ces discours très techniques? J'en sais rien. Ce qui est clair, c'est que il ne faut pas non plus tomber dans l'utopie, je dirais, dans l'utopie sociale. C'est-à-dire que, soyons clairs, je veux dire, on n'est pas... Enfin, dans d'autres temps, on a pensé aux hommes nouveaux, et puis, je veux dire, on va pas sauver la planète avec des éco-citoyens, consommateurs, éclairés, comprenant tous les enjeux, et votant sur Internet dans une démocratie du village mondial, et tout va bien se passer. Je veux dire, il y a aussi des méchants,
il y a aussi des lignes. Et il y a aussi des perdants. Il y a des lignes de force, il y a des gagnants et des perdants. C'est une question que je voulais poser à Clara Paillard, parce que là, on voit bien, c'est très clair quand on vous entend tous les quatre, quand on décrit un chemin vers la sortie des fossiles, ça veut dire qu'il y a des activités qui doivent cesser, donc ça veut dire qu'il y a des emplois qui seront détruits. Oui. Vous, en tant que syndicat, comment est-ce que vous affrontez quand même ce paradoxe ? On l'a vu il y a très récemment avec la fermeture de grandes productions d'acier en Angleterre et donc des centaines de travailleurs de l'acier qui se retrouvent au chômage d'un coup comme ça. Il faut bien être conscient que même les capitalistes, ils vont effectivement fermer ces industries polluantes, mais espérons qu'ils le feront très vite, mais ça va se faire. Donc est-ce que les syndicats doivent attendre que les patrons ferment les usines et mettent les gens sur le tapis? Non, il faut que nous anticipions avec des stratégies concrètes de transition et de redéploiement de ces travailleurs. Donc, par exemple, nous représentons des travailleurs dans l'aviation. Et ces travailleurs s'opposent à l'expansion des aéroports et donc au nouveau projet de 3e aéroport à Londres en disant nous avons des connaissances, des techniques que nous pouvons réutiliser dans d'autres secteurs. Est-ce qu'il faut faire ça? Ça, c'est très important. Mais eux, ils sont prêts, par exemple, à changer de secteur d'activité, ces salariés de l'aérien. Je crois que, vous parliez tout à l'heure, éco-citoyen. Ne faut pas rêver non plus. Hein. Mais je peux vous dire que de plus en plus... Vous avez l'air d'accord là-dessus, sur le faut pas rêver non plus. Là, non, mais par contre, regardons vous rejoignez là-dessus, visiblement. Mais regardons les réalités. Les infirmières américaines qui ont fait face à Sandy, eh bien... L'ouragan Sandy, qui s'est passé il y a quelques années. Ouais. Elles ont maintenant très conscience que c'est une question qui se passe dans leur lieu de travail et qu'elles font face à ces conséquences. Les pompiers anglais qui font face à des feux de forêt, quelque chose qu'on n'avait jamais vu en Angleterre, c'est un pays où il pleut. Eh bien, d'un coup, ils se posent la question du changement climatique, parce qu'on le voit déjà. Et les patrons d'EasyJet, ils se la posent? Les patrons d'EasyJet, ils se posent la question de l'argent dans leur poche. Vous voyez, quand vous parlez du personnel de l'aéronautique, je vous écoute et je vous crois. Mais justement, là, quand je vous écoute tous les quatre, et là aussi, visiblement, vous êtes d'accord là-dessus, visiblement, le néolibéralisme mondialisé s'accommode assez mal du moindre changement, mais alors d'un pouce, quoi. Et c'est pour ça que ça ne change pas. Oui, parce que ces gens ont beaucoup plus de pouvoir que les citoyens ordinaires. On voit bien l'influence des lobbies à la COP21, la présence des pétroliers qui sponsorisent l'événement, c'est complètement fou. On se demande comment cela est-il possible. Moi, je représente des travailleurs dans les musées. La Tate, c'est BP qui sponsorise. La Tate Gallery à Londres. Voilà. On vient d'avoir une énorme privatisation à la National Gallery, une des plus grandes galeries d'art du monde. Qui c'est qui sponsorise? C'est Shell. Et donc, ces pétroliers sont présents de partout, même dans le monde de l'art. En France, c'est plutôt l'industrie du luxe, mais ça existe aussi, hein, je vous rassure. Bah oui, Total, le Louvre est sponsorisé par Total. On aura l'occasion d'en parler pendant la COP. Bien sûr, vous vouliez la parole. Non, mais je ne voulais pas la couper à Clara, mais... Non, mais vous parlez du Louvre. Nous, on prévoit une action au Louvre pour dénoncer justement le sponsoring de Total du Louvre. C'est pas normal que les pétroliers se refassent un nom en sponsorisant l'art et la culture. Ouais. Enfin, sur la question des emplois, aux dernières nouvelles, Total n'embauche pas, Total licencie. Donc je veux dire, la perte d'emploi, elle se passe dès à présent. Et donc la question, c'est effectivement aussi de savoir si on l'anticipe ou si on la subit. Et tout ça se joue aussi autour de cette notion de bulle carbone. Donc cette idée qu'au fond, les investissements et la valorisation des entreprises des combustibles fossiles est construit largement sur quelque chose de fictif à l'heure actuelle. On l'a vu avec la question des investissements. On le voit aussi parce que les gisements, la valorisation boursière des compagnies fossiles est liée à la taille des gisements dont elles disposent des permis d'exploitation. Donc elles repoussent de plus en plus loin les frontières de l'extraction de ces ressources-là. Et donc c'est un modèle avec de plus en plus d'investissements et d'intensité capitalistique, donc de moins en moins rentable. Donc dans un scénario où, à Paris ou l'année prochaine, au Maroc, la communauté internationale se mettrait d'accord sur un accord ambitieux de réduction des émissions de gaz à effet de serre, ça veut dire que cette industrie-là perd l'essentiel de sa valeur. Mais en fait, on se rend compte, c'est Kepler-Chevreux qui le dit, donc là encore, c'est comme le FMI, c'est pas des activistes écologistes, c'est que ce risque de bulle carbone, il existe aussi dans un scénario de renchérissement du prix du baril du pétrole, tout simplement parce que les investissements sont tellement de plus en plus chers et que l'intensité capitalistique du secteur est tellement importante que c'est un modèle qui court à sa perte et qui n'est pas rentable. Donc la question, je pense aussi d'un point de vue de stratégie syndicale ou de lutte, c'est savoir est-ce qu'on anticipe ces choses-là, est-ce qu'on les prépare ou est-ce qu'on est à la traîne d'un système qui va à sa fin et où de toute manière, on sait très bien que celles et ceux qui vont perdre à la fin, ce sont les salariés du secteur. Et Marignac. Oui,
Je rejoins complètement cette idée qu'il faut absolument anticiper les transitions professionnelles. Et je voudrais rappeler d'ailleurs que la transition énergétique allemande, qui est souvent citée en exemple, elle a démarré à la fin des années 90 par un accord entre le SPD et les Grünen, qui a été possible parce que les syndicats ont donné leur feu vert au SPD avec l'idée que la transition énergétique, c'était plus d'emplois, moins délocalisables et dans des structures globalement moins capitalistiques, donc plus favorables aux salariés. Et il y a, en France en tout cas, un vrai retard. Accord très critiqué par la gauche et en particulier par la gauche de la gauche en France. Hein. Il y a en France... Non, mais je vous le rappelle quand même. C'est même devenu le symbole quasiment de l'accord Félon. Il y a en France, autour du nucléaire et de tout ce qu'il représente, y compris pour les syndicats, un vrai retard du monde syndical pour penser cette nécessité des transitions professionnelles qui accompagnent la transition énergétique. Je voulais revenir aussi sur la question des éco-citoyens. J'ai dit tout à l'heure que tout ça devait se faire dans un mouvement démocratique. Je n'ai pas dit que ça devait se faire sans régulation et en comptant sur la bonne intelligence des comportements. Au contraire, il y a évidemment besoin pour réussir la transition énergétique au niveau dont on parle de régulation forte. Ce que j'ai dit, c'est que puisque ces régulations vont dans le sens de l'intérêt collectif et pas seulement d'un enjeu climatique, elles vont aussi dans le sens de l'intérêt collectif économiquement et en mode de vie, il doit être possible de construire une intelligence pour accepter ces régulations. Et bien sûr, quand on parle de sobriété, en tout cas à Négawatt, on parle de la sobriété individuelle qui commence tout simplement par éteindre une lumière dans une pièce où vous n'êtes pas, mais on parle aussi, et peut-être surtout, d'une sobriété collective, ce que je disais tout à l'heure sur l'aménagement du territoire, une sobriété par rapport à rompre avec l'injonction de surconsommation actuelle, donc travailler pour lutter contre l'obsolescence programmée des équipements, mutualiser un certain nombre d'équipements pour en fabriquer moins. L'exemple qu'on donne souvent est la perceuse. Donc tout ça, c'est des choses qui ne vont pas se faire du côté des consommateurs, mais évidemment par une régulation de l'offre. Ouais, je pense qu'il faut quand même se dire pourquoi est-ce que nos politiques ils manquent de volonté, etc. Pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi on ne rentre pas dans ces transitions et de manière un petit peu... Parce qu'on est dans une économie qui est mondialisée, avec des échanges qui sont possibles partout par la conteneurisation et le prix du pétrole qui est très bas. Et donc, ce n'est pas possible d'engager un mouvement quelque part sans se faire casser les reins par tous les copains autour qui ne bougent pas. Je veux dire, on ne frappe jamais une chimie française ou européenne ou allemande, je sais pas, qui intégrerait les externalités, le coût du carbone, je ne sais pas quoi, contre la chimie du Qatar au gaz gratuit. On ne fera pas un poulet du coin sympa, relocalisé, bio et fermier, en luttant contre le poulet brésilien qui est trempé dans le chlore. Donc, alors, au risque de me fâcher, enfin, vous fâchez les gens plutôt, il va falloir ressortir des vieilles recettes pas sympathiques, ou a priori au relent pas sympathiques. C'est des questions de qu'est-ce que je fais. Soit on y va tous en même temps, mais là c'est rendez-vous à la COP21, et on voit bien que c'est très difficile de se mettre d'accord à 100, je ne sais pas combien, 96. Soit il y en a quelques-uns qui disent, bon moi je me lance, mais alors pour se lancer, qu'est-ce que je fais pour me protéger, entre guillemets, ou pour permettre cette transition? Alors ça peut être des barrières. Alors, c'est la barrière douanière, on va appeler ça comme ça. Hein. Alors, barrières douanières, elles ne sont pas forcément tarifaires, elles peuvent être normatives, elles peuvent être réglementaires, mais on voit bien qu'il y a ça. Et parce qu'aujourd'hui, si la sidérurgie anglaise ferme, ce n'est pas parce que les Anglais consomment moins de voitures ou pour économiser, c'est parce qu'il y a de l'acier chinois dispo. D'ailleurs, ils sont en surcapacité et qui est en train d'envahir l'Europe. C'est le prix de l'électricité. Oui, bien sûr, voilà. Et donc, parce qu'on a commencé à intégrer un peu de carbone dans le prix de l'électricité. Vous décrivez un problème de mondialisation, mais j'ai envie de vous dire, en vous écoutant, vous ne pensez pas que c'est pas uniquement pour faire une transition vers notre dernier plateau, mais un problème d'imaginaire, c'est-à-dire que le modèle là que vous remettez en cause, c'est quand même celui, moi j'ai 50 ans, qu'on me vend depuis que je suis tout petit, qu'on nous vend à tous. C'est-à-dire la liberté de déplacement, le pavillon, une France de propriétaires, enfin notre imaginaire de progrès social, de bien-être, pour ne pas dire de bonheur même. Sans compter le week-end spa à Budapest avec EasyJet maintenant. Repose là-dessus. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Je ne dis pas que l'accès à ça est universel. Je dis qu'on vous le donne
comme quelque chose de profondément désirable. Vous voyez, c'est ça que je dis. C'est quand même le moteur qu'on propose à nos existences sociales. Et c'est le modèle qu'on propose aux classes moyennes en émergence dans des pays comme la Chine et l'Inde, alors qu'on sait bien que c'est totalement insoutenable. Nicolas, c'est là où je pense qu'on boucle la boucle avec la question de la justice climatique qui était posée en fin du plateau précédent. On ne sortira pas de ces questions-là et de ce modèle sans lutte et sans mobilisation. C'est là où il faut remettre de la lutte et remettre de la mobilisation, des luttes syndicales, des mobilisations sur le climat qui fassent le lien entre les deux. Et il y a 3 piliers, au fond, dont on parle depuis tout à l'heure, à ces luttes et à ces mobilisations. Il y a un premier pilier qui est effectivement de résister, de bloquer. Résister, faire blocage aux infrastructures fossiles et à toutes ces industries et solutions qui détruisent le climat, qui détruisent la planète. Donc on a parlé de Keystone tout à l'heure, c'est tout simplement faire barrage avec nos corps face à ces projets destructeurs. Ensuite, il y a un deuxième pilier qui est la question de la non-coopération, c'est-à-dire pas en notre nom, pas en notre argent, pas avec notre argent, pas avec notre boulot. Donc c'est la question du désinvestissement des combustibles fossiles, c'est aussi toutes les campagnes autour du changement de banque et de l'arrêt des subventions. Et puis il y a un troisième pilier qui est effectivement, alors ce que les vieux non-violents appellent le programme constructif, mais qu'on peut appeler les alternatives. Qu'ils appellent, pardon ? Le programme constructif, pardon. Ouais. Mais voilà, les alternatives, ça va être effectivement la question de la sobriété, ça va être la question de la relocalisation, ça va être ce genre de choses. Et on ne s'en sortira pas si on ne construit pas un mouvement qui marche sur ces 3 piliers-là et qui articule ces 3 piliers. Et moi, je pense, alors c'est peut-être mon côté gauchiste qui ressort, mais que la solution, elle ne viendra pas d'autre chose que de lutte et de mobilisation. Moi, Un mot. J'ai beaucoup d'espoir parce que notre campagne sur les emplois climatiques qui a commencé en Angleterre en 2007, eh bien maintenant nous la voyons progresser dans le monde entier. Il y en a une en Norvège, en Afrique du Sud, qui implique les mineurs, dans l'État de New York. BC a fait un projet sur le Pays Basque. Voilà, tout à fait. Et donc, ça, c'est notre prochaine étape, c'est d'aller au global et d'impliquer de plus en plus de syndicats. Parce que je pense que la France est encore une exception. C'est vrai que les syndicats en France ne sont pas encore sur la question climat. Mais je peux vous dire qu'en dehors de la France, de plus en plus, les syndicats sont devant et mènent la barque aussi. Merci infiniment à tous les 4. On va se retrouver dans vraiment une poignée de minutes, donc avec un dernier plateau qui va être consacré à quel imaginaire justement pour un changement climatique. À tout de suite. Merci. Merci beaucoup.